c'est Estelle et aujourd'hui je vous retrouve pour faire un Q&A pour l'année 2024. On va parler de mes plans pour cette chaîne, de mes plans en écriture surtout, un petit peu de ma vie en général. Merci du coup à tous ceux qui ont posé les petites questions et c'est parti! La première question c'est comment ça va? Comment se passe ton début d'année? Ça va très bien. Depuis pas mal de temps j'ai l'impression d'être vachement dans des vibes positives donc ça j'en suis très fière et très contente. Le seul truc un petit peu négatif là-dedans c'est que je suis en pleine révision pour un examen que je dois passer en mars et ça m'apporte un petit peu de stress mais c'est pas non plus insurmontable, du moins pour le moment. Je suis quasi certaine que ça va bien se passer mais voilà, c'est juste le fait de me dire que je vais me tenir devant un jury pendant 2 heures et que je vais devoir parler et les convaincre. Et surtout ce que j'aime bien avec ce début d'année c'est que je suis très motivée pour plein de projets. J'ai plein d'idées, j'ai vraiment en fait cette envie d'investir dans moi. Je partage notamment sur Insta toutes mes petites stories révision parce que je me dis que de 1 ça me motive moi à réviser, je romantise un petit peu tout ça et de 2 je pense que vous aussi ça peut vous motiver. Du coup certains m'ont demandé justement qu'est-ce qui se passe, pourquoi je révise, c'est quoi mon métier. Si vous étiez là il y a 2-3 ans, vous avez notamment peut-être pu voir ce vlog là où j'ai été affectée à Paris. Je suis contrôleuse aérienne et je travaille dans un centre en route qui se trouve à Paris. C'est le même principe que ceux qui sont dans les tours de contrôle, sauf que nous on s'occupe des avions qui sont dans des tranches d'altitude supérieures. Les contrôleurs qui vont être à De Gaulle ou à Orly, ils vont s'occuper des avions pendant l'atterrissage et le décollage. Bien évidemment je stigmatise, il y a des contrôleurs ici, je sais que vous faites bien plus de choses que ça. Et une fois que l'avion du coup il est plus ou moins haut en l'air, il va transférer cet avion à nous qui nous occupons des avions qui sont en croisière en fait sur leur route et notre but c'est de les acheminer de leur tour de contrôle de décollage jusqu'à leur terrain d'atterrissage où là en fait on les transmet à la tour de contrôle pour que les contrôleurs de là-bas fassent atterrir l'avion. On nous connaît moins nous les contrôleurs en route mais il faut savoir qu'en fait on est beaucoup plus puisque il y a beaucoup plus d'avions et on gère en fait des espaces qui sont beaucoup plus grands. Et quand je vous disais du coup dans ce vlog là que j'étais affectée à Paris, c'est le moment où j'ai fini mon école d'ingénieur qui se trouvait à Toulouse et que j'ai été prise en CDI dans un centre, mais tu peux pas juste arriver dans ton centre et travailler comme ça, puisque même si l'école nous a fourni une très bonne base, il faut apprendre les spécificités de ton espace et de ton centre. Par exemple, moi à Paris, je fais pas du tout la même chose que mes collègues qui travaillent au centre de Brest. Du coup, il faut réapprendre plein de trucs et cette formation-là, elle est de 1 théorique, mais aussi pratique, puisque avant on s'entraînait sur des faux avions, on faisait des simulations, mais maintenant on s'entraîne sur des vrais avions. Donc ça met du temps parce qu'il y a beaucoup d'avions, c'est quand même un travail avec des grosses responsabilités. Ça met environ 3 ans pour être 100% indépendant et 100% en fait prêt. Moi là je vais arriver à la fin de ces 3 ans et du coup je dois passer ma qualification. Pour ça il y a une épreuve théorique que je vais passer du coup en mars et c'est ça que je révise et ensuite en octobre, touche du wood, on espère que je ferai ma pratique, mais c'est pas encore dit précisément que ce sera en octobre, c'est moi juste qui espère ça. Et quand j'aurai fini tout ça, je serai officiellement contrôleuse aérienne à Paris. Mais pour le moment, je suis encore en formation. Est-ce que tu as des résolutions pour cette année? Oui, je dirais que j'en ai quelques-unes, faire vraiment des résolutions. C'est plus des objectifs, des trucs que je me dis, ok, cette année, j'ai envie de me focus sur ça. C'est très vaste. De 1, j'ai envie de réussir du coup mon examen théorique et mon examen pratique, donc d'être qualifiée. De 2, me mettre au sport sérieusement. Je faisais du sport un peu de temps en temps, mais là j'aimerais vraiment trouver une vraie routine, trouver mon rythme et tout parce que j'aime bien, ça me défoule. Ensuite, j'ai envie de vraiment consacrer cette année à l'écriture. L'année dernière, c'était pas vraiment ça. J'ai consacré mon année dernière à la progression personnelle et relationnelle. Mais cette année, j'ai vraiment envie de faire un dive profond dans l'écriture, d'avancer sur tous mes projets en cours et j'ai aussi envie de me remettre à la lecture sérieusement. En gros, pour la faire court, j'ai envie que cette année, je sois vraiment une boss girl où je me concentre sur mes passions. Enfin passons à la partie écriture, la partie où il y aura le plus de choses à dire. Là les gars je vais vous faire annonce sur annonce dans le sens où je vais vous donner tout mon emploi du temps de réécriture, d'écriture, de vlog d'écriture. Commençons par le 5e mur. Quel était ton moment préféré dans l'écriture de ce livre? J'arrive à la fin. Les gars. Là, il faut plus que je termine du coup de faire les modifications et que je bosse sur la version finale. Et je dirais que mon moment préféré, ça a été le moment où je suis retombée amoureuse de lui en
en mai 2023. Si vous avez suivi toutes mes aventures avec ce livre l'année dernière, vous avez pu voir que ça a été assez chaotique. Je l'ai complètement perdu en janvier-février. Je me sentais très déconnectée de lui, je trouvais plus trop son sens, tout simplement parce qu'en fait je m'étais rendu compte à quel point il était faux. J'avais écrit une version des événements si jamais je me faisais démasquer par rapport à mon YouTube. C'était un peu la version cauchemardesque des événements, mais qui est totalement légitime puisque vu que j'avais peur, forcément je m'imaginais le pire. Et donc forcément quand tout s'est bien passé, je me suis dit mais pourquoi est-ce que j'ai écrit ce livre, il est complètement faux. C'est pas très cool de dire ça parce que j'étais juste en train de cracher sur la version de la Estelle qui avait juste peur en fait. Mais c'était un peu hypocrite de dire que ce livre était faux parce qu'il a quand même été ma réalité pendant 2-3 ans de ma vie. Et du coup je me suis dit que au lieu de voir ce livre comme la version fausse des événements, j'allais plutôt mettre ce message dedans que les peurs sont capables de transformer ta version des choses. Ce livre il est au contraire le livre le plus vrai que j'ai jamais écrit puisque il a toutes mes étapes de pensée, il a toutes mes versions. Quand tu lis le 5e mur, tu vois ma transformation en fait. La deuxième moitié du livre, j'ai ajouté des scènes, j'ai rajouté des trucs, j'ai coupé, j'ai machin, et ça a pris la gueule que ce que le livre a actuellement. Je me demande aussi comment j'ai pu penser que je pouvais l'abandonner après tout ce qu'il a fait pour moi. Ensuite on m'a demandé as-tu des idées pour des prochains projets? Et bien oui les amis, je suis une meuf qui alterne entre projet contemporain, très perso, très deep émotionnellement parlant, et projet plus doudou, projet plus chill, ça peut être du paranormal, ça peut être de la science-fiction. J'ai un peu fait ça là pendant Molanta et tout avec les aliens etc. J'ai une petite idée de nouveau contemporain qui commence à germer, mais je sens qu'il me manque encore des trucs à vivre pour l'écrire. Typiquement le 5e mur c'était ma vie de YouTube caché etc. Et maintenant je suis dans une autre vie, et cette autre vie est remplie de plein d'autres choses qui sont très intéressantes et qui je sais vont finir dans un livre. Je sens qu'il me manque un petit truc qui va tout rejoindre. Je vois des thématiques, je vois des événements où je me dis ok ça je vais le raconter, mais il faut un fil conducteur, il faut que je trouve le mot d'ordre, il faut que je trouve ce qui va rejoindre tout ça et qui sera peut-être même le titre du livre puisque pour le moment j'ai pas forcément le titre. Donc voilà, j'attends encore un petit peu parce que je connais Madame la Vie. Ce que je voudrais c'est que j'écrive le premier jet en avril, mais je suis pas sûre. Genre je pense que ce sera plutôt juillet. Avril ça me paraît trop proche. Nano de juillet. Quels sont les prochains vlogs écriture? Je veux faire la réécriture de Jusqu'à ce que la vie nous sépare. J'ai écrit le premier jet durant Molanta et j'ai trop envie de réécrire ce livre. J'ai envie d'expérimenter vraiment ma plume avec celui-là. J'ai envie de voir jusqu'où je peux aller en termes de technique d'écriture. Je veux le rendre hyper beau, vous voyez. C'est pas forcément des objectifs que j'ai avec d'autres de mes livres où là le but c'est juste qu'il soit authentique en fait et qu'il résonne en moi. Je vais faire une perf d'écriture avec celui-là. Je compte m'atteler à ça d'ici mars-avril en fait, quand j'aurai fini le 5e mur, notamment durant le Camp Nano de avril. Je voudrais essayer de faire du daily vlog durant un anneau. Je ne sais pas pour quel projet ce sera. Et ça me dit de ouf parce que j'adore le vlog mine de rien, mais ça demande un travail énorme. Donc I don't know. Au plus ça va, au plus je me dis que mon nouveau projet en fait je vais peut-être l'écrire pendant le nano de novembre l'année prochaine. Parce que les gars, je veux aussi faire une vraie écriture, plus réécriture, de la vraie direction. Ce livre là c'est une romance new adulte, un espèce de spin-off crossover entre le 5e mur et la bonne direction, Maya de la bonne direction et Nézir de 5e mur. Et surtout j'ai eu pas mal de déceptions en romance cette année. Du coup ça m'a donné envie d'écrire ma romance quoi, d'écrire ma version. J'adore leur vibe, j'adore leur playlist, le premier jet est déjà écrit à 50%. J'ai ensuite des questions plus techniques par rapport à l'écriture, notamment qu'est-ce qu'on peut faire quand on se sent pas légitime d'écrire. Cette question me touche énormément puisque c'est une problématique que j'ai aussi. Une vidéo que j'ai fait il y a pas longtemps qui s'appelle Être patient en écriture. On a tous des timings différents et il y a des gens qui vont être publiés très tôt, tandis que toi t'es toujours à ta phase d'apprentissage de l'écriture. C'est juste qu'on n'a pas du tout la même vision de l'écriture, la même façon d'avancer. Donc voilà, déjà je te conseille ça, mais si je devais rajouter quelques mots, l'écriture c'est pas quelque chose qui se note, c'est pas quelque chose qui se mesure dans le sens où je peux pas dire elle est très forte en écriture. L'écriture ça reste un loisir, ça reste un art, et qui dit loisir, qui dit art, dit en fait qu'il y a aucune limite. Tu peux écrire tout ce que tu veux et ça fait de toi une autrice. Il n'y a pas besoin d'être publié, il n'y a pas besoin d'avoir gagné des prix, il n'y a pas besoin d'avoir terminé 25 000 livres pour te dire que t'es autrice. C'est comme si je te dis comment est-ce que je peux me sentir légitime d'être lectrice. Bah juste tu lis un livre en fait, point barre, tu vois, c'est un peu pareil. Le truc en fait avec l'écriture c'est que comme il y a cette espèce de pas avec la publication, t'as cette sensation qu'il y a une professionnalisation du truc et qu'il y en a qui sont plus forts que d'autres ou qui peuvent
peuvent le faire tandis que d'autres ne peuvent pas le faire. Mais non, de base, on est juste tous des gens qui écrivent en fait. J'insiste de reconsidérer l'écriture comme une passion, d'un truc qu'on fait pour soi. Et toutes ces histoires de publication, ça vient après, c'est du bonus. Et il y a aussi moi un truc qui m'a beaucoup aidé, ça peut paraître un peu débile, mais il y a personne qui te regarde quand t'écris. Il y a pas quelqu'un qui prend des notes et qui juge. Il y a pas quelqu'un qui est là et qui dit alors ça c'est nul, alors ça c'est pas bien. Non, tu es seule, tu es toute seule. Et si tu veux, tu peux rester toute seule devant ton écran toute ta vie. Tu n'es pas obligée de montrer ce que t'écris au monde. Personne ne va venir te dire quoi que ce soit. Comment commencer l'écriture d'un roman quand on est débutant? Encore une fois, j'ai fait une vidéo qui date un peu, mais qui est toujours plus ou moins ce que je pense, qui est celle-là. Les conseils principaux, c'est de ne pas non plus passer 75 ans à lire tous les conseils d'écriture et à faire 25 000 préparations de nanani de la nana. C'est un peu trop hard de se lancer dans l'écriture avec toutes ces règles et tous ces principes. Parfois, on est très attaché à l'idée de faire les choses bien, mais du coup, ça nous empêche de commencer. Tu as ton idée? Parfait, tu prends ton ordi, tu ouvres, tu tentes un truc, franchement, mais prends ça comme une expérience, tu vois où ça te mène. Ça marche pas trop comme tu voulais, tu peux essayer de te questionner, d'aller lire des trucs, il y a pas mal de choses que tu vas apprendre au fur et à mesure. Et surtout, ne compare pas le premier jet du premier livre que t'écris à ton livre préféré, qui a sûrement été réécrit plusieurs fois, qui n'est peut-être pas le premier livre de l'auteur, qui a été pris en charge par des éditeurs, et tout ça. Ça n'a aucun rapport, tu n'es pas du tout au même point. Va falloir bosser. Comment tu mets en page tes livres? Alors moi j'ai ma façon de faire qui est tout simplement d'écrire dans le template d'impression A5 de Colibri. Je prends directement le template que tu trouves sur le site internet de Colibri. Quand t'as en fait tous les formats, en dessous t'as la petite ligne télécharger le template et en fait du coup j'écris dedans. Et je me pose pas de questions sur les marges et tout machin. J'aime bien voir les proportions, la taille que ça aura. Je mets mes numéros de page, je mets souvent peut-être mon nom au-dessus mais je fais rien de plus quoi. Pas mal de vous m'ont ensuite demandé comment je gérais entre mon métier, ma vie perso, l'écriture, la lecture, le YouTube, etc. Je dirais que c'est un truc que j'ai construit au fur et à mesure de ma vie et que je suis toujours pas une pro actuellement, mais tout est une histoire de discipline et d'emploi du temps et de priorité. J'ai commencé par l'écriture, c'est le premier truc que j'ai implémenté dans ma vie et j'ai fait ça tellement tous les jours de mes 15 à mes 16 ans que c'est devenu en fait ancré dans ma routine de vie quoi. Ensuite je me suis mise à plus lire, du coup j'ai ajouté la lecture à ça. Ensuite je suis arrivée en prépa, du coup là les cours ça nécessitait quand même plus de temps, donc j'ai ajouté ça, mais j'ai toujours en fait gardé ma base de l'écriture et de la lecture parce que j'avais des créneaux spéciaux. Je prenais mon emploi du temps de la semaine et je me disais ok, là je bloque ce créneau là pour écrire, je bloque ce créneau là pour réviser, et j'avais un truc que le dimanche après-midi je lisais, et je lisais du coup un livre tous les dimanches après-midi. J'ai commencé à avoir une vie sociale, à plus sortir, etc. Et du coup là pareil, tout était une question d'organisation. J'avais déjà ancré la lecture, l'écriture dans ma vie et aussi le travail quoi. Et donc je savais combien de temps me prenait chaque truc. Je savais que moi j'aime bien travailler quand je rentre des cours, j'aime bien écrire le soir. Ok, qu'est-ce qui me reste comme dispo le samedi? Et je savais aussi que si on me demandait de faire 3 soirées d'affilée, bah non, parce que moi j'ai bloqué ma séance d'écriture le mardi soir. Donc je suis occupée. Ok, si on me propose une sortie, je ne peux pas, je suis occupée, j'écris, vous voyez, parce que l'écriture était ma priorité. Clairement, il faut prendre ta semaine devant toi et tu surlignes des créneaux. Alors certes, ça laisse pas beaucoup de place aux imprévus, à la vie et à l'improvisation, mais pour faire rentrer tout ce que tu veux dans une journée, malheureusement, il faut de l'organisation et ouais, il faut pas perdre de temps. Quand il y a marqué que tu dois aller écrire, il faut que tu ailles écrire. Je suis pas très flexible, non, c'est comme ça que ça fonctionne pour moi. Ensuite les amis, on va passer sur la sphère plus réseau, YouTube, etc. Si jamais j'ai des idées de nouveaux trucs par rapport à YouTube pour cette année, déjà je veux vraiment continuer à faire à fond mes vlogs de lecture. Je les ai commencés l'année dernière et j'adore ce format, présenter mes réactions, mes avis vraiment profonds. Donc sachez que ben voilà, là je suis en vlog de lecture et j'ai plein d'idées, plein de vlogs de lecture. Ensuite comme je vous ai dit, j'aimerais bien essayer de faire du daily vlog. Et après le mood général en fait que j'ai envie pour mon YouTube cette année, c'est d'être très chill en fait. Les vidéos vont pas non plus être waouh, super impressionnantes, super originales, mais juste moi qui suis là, qui lis, qui vous présente ce que je lis, qui vous montre comment j'écris, qui vous parle en fait, d'être très naturel et de pas me taper sur les doigts si jamais une certaine semaine la vidéo elle est peut-être un peu simple. Non, parce que c'est juste que je fais mon contenu qui me ressemble quoi, et toutes les semaines je suis pas en train de faire wouhou, et j'ai aussi du temps pour faire d'autres choses, pour lire par exemple. Donc voilà, je trouve que c'est un bon compromis. Est-ce que tu as
un projet farfelu pour 2024. J'ai une idée d'un truc en fait. Vous me parlez de meet-up, de machin et tout. Je suis pas contre l'idée, mais c'est vrai que je suis un peu gênante quand je suis en live avec des gens. J'ai eu cette idée la dernière fois par rapport à la Felicita. Vous savez que j'adore cet endroit. D'ailleurs, on m'a demandé ce que c'était ma commande. Je prends une citronnade et un cookie. Avant, je me mettais tout le temps dans la salle en haut où il y a tous les livres et que c'est très joli avec les grandes tables. J'y allais tout le temps, sauf qu'ils l'ont fermé. Et maintenant, ça devient un endroit que tu peux privatiser. You know what's coming next. Et je me suis dit, ok, ce serait pas un petit peu drôle d'envoyer un mail à la Felicita et leur dire bonjour, est-ce que je peux louer la salle du dessus et faire une giga séance écriture. Sauf qu'en fait, je me suis dit, mais Estelle, mais ça va coûter super cher. Genre, tu peux pas juste dire bonjour, je peux louer une salle. J'ai peut-être une idée de faire un truc comme ça. Après, je sais pas du tout comment le mettre en place, hein, clairement, je vais être honnête avec vous. Excusez-moi, je viens de m'étouffer. Est-ce que tu ressens en ce moment un changement sur l'insta écriture? Oui, plus ou moins oui, soyons honnêtes. C'est justement un petit peu ce que je disais dans ma vidéo être patient en écriture. On a de plus en plus de gens qu'on suit sur les réseaux qui se font publier, ou nous inspirent de ouf et c'est vraiment des success stories trop chouettes. Ça motive, ça nous prouve qu'on peut être édité tôt, ça nous prouve qu'on n'a pas tort d'y croire, ça nous prouve que nos rêves peuvent devenir réalité. Et j'aimerais bien en fait qu'on garde aussi dans le Booksta écriture beaucoup plus passion et qu'on ne parle pas que des soumissions aux maisons d'édition, de comment faire son pitch. Maintenant en fait genre waouh, les maisons d'édition elles envoient des mails à tout le monde en mode vas-y balance-moi ton pitch pour au final ne pas signer ces personnes. Il y a un essor de ouf de la publication chez les jeunes et je trouve ça génial, vraiment je le répète, mais je veux vraiment qu'on garde à l'esprit que c'est pas non plus une norme, c'est pas une obligation et que si t'as pas envie de le faire, t'es pas obligé de le faire. Un truc positif aussi que je vois, c'est que de plus en plus de gens osent parler de leur histoire. Avant je trouvais que c'était vachement pudique, on disait oui j'ai écrit, c'était bien, on parlait plus de conseils d'écriture, mais maintenant les gens de plus en plus font des posts sur leurs personnages, font des petits jeux avec leur histoire, partagent des citations, partagent des extraits, partagent des fanarts et tout, et je trouve c'est génial puisque tu peux vraiment en fait te plonger dans l'histoire de quelqu'un sans forcément lire le livre, une mentalité que tu vois et que tu voudrais qu'il arrête sur la sphère Booksta et écriture. Et il y a un truc qui ça me tique à chaque fois, une espèce de comparaison un peu malsaine où t'as l'impression que tu dois forcément être le best compte Booksta ever, tu dois tout faire, tu dois connaître tout le monde, tu dois être partout, tu dois poster tout le temps, notamment par rapport aux likes, par rapport aux abonnements et tout. Je vois pas mal de gens qui disent ah mais j'ai moins de likes qu'avant, j'ai moins de ci, j'ai moins ça, qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce que je fais de mal. Et ouais en fait Booksta il nous zappe par les chiffres, il nous zappe avec l'algorithme et tout, et je comprends que si jamais on veut se professionnaliser, si jamais son compte Insta on veut en faire une plateforme business ou quoi que ce soit, bah forcément t'as besoin des chiffres, forcément tu réfléchis à l'algorithme. On est tous en fait allés sur Booksta de base pour partager notre passion et il faut pas lâcher ça, il faut pas en fait se faire happer par les chiffres et se dire ok truc elle a fait ça, ça a bien marché, moi faut que je fasse ça. Reste concentré sur toi, fais ce que tu as envie de faire. Puis s'il y a moins de likes, et bah écoute, il y a moins de likes quoi. Je voyais des comptes qui faisaient plein de trucs trop bien, qui postaient tout le temps, qui avaient des stories trop intéressantes où je me disais non mais waouh, mais je veux être cette personne, je veux être ce compte, je veux devenir ça, pour qu'au final en fait ces personnes là fassent des vidéos en mode salut en fait je suis en burn-out depuis 1 an, du coup j'arrête les réseaux. Ah, mon rôle modèle, la personne dont j'admirais le contenu et que je voulais être comme cette personne, en fait je me rends compte que c'était pas tenable, en fait je me rends compte que cette personne elle était en souffrance et que faire tout ce contenu là ça l'a bouffé. Et une super productivité de photos, de stories, d'être hyper attent sur les trends et tout ça, c'est peut-être atteignable, mais les gars ça a un prix et je pense que ça joue de haut sur ta santé mentale et des fois il faut juste en fait lâcher. Je suis pas le meilleur compte de la planète et c'est ok, tout le monde ne me suit pas et c'est ok, je suis pas pote avec tous ces gens là et c'est ok parce qu'en fait tu ne peux pas être partout tout le temps, tu peux pas non plus mettre tout le monde d'accord puisque on lit pas les mêmes livres, faut accepter de se dire que tu n'intéresses pas tout le monde en fait et que on m'a demandé est-ce que tu es tombée amoureuse comme dans les livres, oh, c'est trop mignon. Je dirais que pas vraiment. Dans la vraie vie, c'est beaucoup moins clair. Dans le livre, on a tendance en fait à créer ces moments où waouh, d'un coup tu ressens quelque chose. Dans la vraie vie, je dirais que tu vas avoir en fait ces moments où tu vas te dire oh putain, ok, là il se passe un truc, ou oh putain, là je stresse, oh putain, cette phrase elle m'a fait quelque chose. Mais en fait, c'est pas des trucs de ouf. Vous voyez, ça peut arriver dans des trucs un peu basiques du quotidien. Moi, j'étais complètement lost. Hein. Moi, j'ai pas su mettre de mots sur ce qui m'arrivait jusqu'à limite le moment où je me suis mis ensemble avec mon copain quoi, et même après. Tandis que dans les livres, vu qu'on est forcément en train d'écrire ce qui se passe, on décrit les sensations du personnage, on décrit à quoi elle pense, forcément tu mets des mots sur les trucs et c'est beaucoup plus évident. Là la meuf elle l'aime, c'est obligé, là la meuf elle est attirée par lui, c'est obligé. Mais dans la vraie vie, vu qu'en fait tu n'as pas quelqu'un qui te raconte ta propre histoire, tu sais pas en fait ce que tu penses, tu sais pas ce qui se passe, tu comprends pas tes émotions, tu comprends pas à quoi tu penses. Clairement moi si je devais raconter mon histoire c'est je ne sais pas.
je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne comprends pas, je ne sais pas, je ne comprends pas. Et après je vous dis ça, mais je pense que si jamais mon histoire d'amour était un livre, ben franchement je pense que ce serait une très très belle histoire d'amour. Le meilleur conseil qu'on t'a jamais donné dans la vie en général. Je suis cette meuf sur TikTok et de temps en temps elle fait des vidéos, des conseils de grande sœur, et elle a dit ce truc qui, ça m'a vraiment marqué. Quand tu fais une soirée et que tu vas inviter 3-4 personnes et qu'il y a une personne qui ne va pas venir, passer toute la soirée à te dire mais pourquoi cette personne elle est pas venue, putain elle m'aime pas, c'est trop nul et tout, et ça va te gâcher ta soirée. Alors qu'il y a 4 personnes qui sont venues et qui sont là pour toi et tu te concentres pas sur ces personnes là. En fait si les gens ils ne veulent pas te voir, ne les force pas à venir te voir et dis-leur ok, ne viens pas, y a pas de souci. Mais du coup moi je vais avec les gens qui veulent me voir. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo Q&A. J'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai pu répondre à la plupart de vos questions. Merci encore d'être là et de me suivre. Je vous fais des gros bisous, évidemment.